pratique aidante, la première des deux que l'on présente aujourd'hui, en la personne de Florence Le Gall. Alors, je vais retrouver la petite présentation. Voilà. Alors, la petite chose devrait fonctionner. Oui. Voilà. Ah oui, super. Merci. Donc bonjour, je viens vous parler du neurofeedback dynamique. Merci donc à Céline et à Gaëlle de m'avoir confié à cette occasion. Vous m'entendez bien là? C'est bon? Oui. Alors je vais commencer par vous parler de l'histoire de 3 enfants. Vous allez voir que ces enfants, ce n'est pas tout à fait tous des HP, ou alors ils n'ont pas été détectés HP, parce que c'est souvent une des problématiques qui a été signalée. Mais on va retrouver certains troubles qui peuvent être en tout cas très proches. Et puis parfois, finalement, on peut avoir des troubles sans être HP, et on cherche des solutions pour ça. Alors le premier, c'est Théo. C'est un enfant qui a 10 ans. Et il a été diagnostiqué depuis 5 ans avec un trouble de dyspraxie visuo-spatiale. Il est également TDAH, c'est-à-dire avec trouble de l'attention et de l'hyperactivité. Alors concrètement pour lui, c'est très difficile au niveau de sa motricité. Il n'est pas autonome, même s'habiller c'est difficile. Et à l'école, en fait, il n'arrive pas à former les lettres correctement. Donc il est très lent. Ce qui veut dire que sa scolarité est très très difficile. Donc à partir du moment où il a été diagnostiqué, il a un accompagnement avec une aide scolaire à l'école et également il est suivi par un neuropsychologue. Il va également avoir un parcours avec psychomotricien, ergothérapeute. Et puis sa maman, donc, quand il a 10 ans, entend parler du neurofeedback, donc les progrès sont très lents. Et donc elle va tester en se disant je ne sais pas ce que c'est mais on paraît que c'est bien donc je vais tester. Au bout de 20 séances de neurofeedback, il commence alors déjà à avoir des progrès en termes d'hyperactivité, c'est-à-dire qu'il bougeait toujours sans arrêt, il n'arrivait pas à tenir sur son siège et grâce à ces 20 séances, il commence à être beaucoup plus posé, plus calme, donc c'est un peu le jour et la nuit par rapport à avant. Et au bout de 50 séances, donc c'est très long, mais les troubles sont vraiment importants, son écriture s'améliore, et s'améliore à tel point qu'il commence à faire ses devoirs à la main. C'est-à-dire qu'auparavant, il faisait tout sur ordinateur, même à l'école, il a un ordinateur pour écrire. Et il arrive donc à former beaucoup mieux ses lettres, ça devient de plus en plus fluide. Et donc voilà, c'est ça les résultats qui ont été obtenus. Pour la maman, elle s'est ensuite équipée du matériel et pour pouvoir l'accompagner parce que c'est quelque chose qui est vraiment très... C'est pas, en fait, le trouble en lui-même ne disparaît pas, mais la gestion du trouble est améliorée. Il y a des progrès qui sont notés et même des petits progrès, c'est énorme pour les parents et pour l'enfant. Autre chose à dire, parce que ça a été mentionné tout à l'heure, la maman a totalement arrêté les sucres raffinés, les bonbons, et ça a aussi contribué pour l'hyperactivité. Et il ne faut pas l'oublier, tout ça c'est un tout. L'autre exemple, c'est une petite fille, Léa. Alors, sa particularité, alors qu'elle a été plus tard, par la suite, détectée HP, elle est contrôlante, elle est très vite colérique à la maison et elle est perfectionniste. Donc elle, en fait, concrètement, quand à l'école, elle est plutôt adaptée. Et à la maison, quand elle rentre le soir, elle pique des crises. Elle a sa petite sœur qui vient lui prendre un jouet, elle hurle. Et donc et alors elle est maniaque de l'ordre, c'est-à-dire que dans sa chambre tout doit être parfait, donc elle revient sans arrêt sur le rangement. Voilà, donc c'est difficile pour la famille qui cherche aussi une solution et qui teste le neurofeedback. Et là, au bout de 6 séances, eh bien, en fait, les premiers progrès qui sont observés, c'est qu'elle commence à être plus tranquille quand elle rentre le soir. Et elle commence à laisser en fait, être plus cool avec son rangement. Sa maman me dit même, elle commence à laisser traîner quelques jouets, ce qui est quand même assez incroyable.
également au niveau du perfectionnisme, donc elle était très anxieuse dès qu'il y avait des examens, et elle commence en fait à être un petit peu plus tranquille, plus zen. Donc voilà, ce sont les effets qu'il y a eu avec le neurofeedback. Alors Nathan, lui, c'est un enfant qui a 12 ans, qui est hyperactif. Depuis qu'il est tout petit, il a de l'énurésie, c'est-à-dire qu'il fait pipi au lit. Ses parents l'ont emmené voir un psychiatre spécialiste de l'enfance. Et le diagnostic, c'est écoutez, votre enfant va bien, il ne faut pas l'angoisser. Voilà, mais les années passent et il a toujours des problèmes la nuit, il fait pipi dans son lit. Et alors, à partir de la 6e, il commence à se replier sur lui. Lui qui était plutôt un enfant dynamique, joyeux, commence à être plus triste, plus renfermé. Donc les parents vont faire appel également donc, à la méthode du neurofeedback. Et au bout de 10 séances, l'enfant ne fait plus pipi au lit. Donc ça a vraiment réglé ce problème-là. Il y a de temps en temps une petite fuite, mais enfin bon, c'est vraiment réglé. Et puis, il est plus posé, plus calme. Et il va également avoir comme chose positive, c'est qu'il retrouve un peu le sourire, donc ça commence à aller mieux, il se sent mieux. Donc, voilà des exemples de témoignages autour du neurofeedback que je voulais partager avec vous pour démarrer. Donc moi je suis à Neuilly-Plaisance en 93, donc la méthode s'appelle le Dynamical Neurofeedback. C'est une méthode américaine que je vous présentais. Et donc vous pourrez retrouver sur mon site en fait beaucoup d'informations sur le neurofeedback, l'association du neurofeedback avec toute la liste des praticiens en fonction de la zone géographique. Et puis des témoignages autour des associations qui pratiquent le neurofeedback, donc, dont des associations de l'autisme, des associations pour les enfants handicapés, et par exemple l'Institut Raphaël, qui est la maison de l'après-cancer, et qui fait également appel et qui propose le neurofeedback pour accompagner les personnes qui sont en difficulté ou dans un mal-être, pour apaiser en fait. Alors, qu'est-ce que c'est que le neurofeedback ? Alors, il faut savoir que neuro, c'est un anglicisme, parce que c'est américain, ça vient de neuro pour neurones, qui sont donc nos cellules nerveuses, et feedback, qui signifie retour d'information vers le cerveau. Donc, le principe, c'est un entraînement cérébral qui a pour objectif d'optimiser le fonctionnement du cerveau et de calmer le système nerveux central. Alors techniquement, c'est une technologie avancée assistée par ordinateur avec laquelle on pose des capteurs sur la tête, on mesure l'activité électrique du cerveau et lorsqu'on détecte des perturbations ou des informations, on renvoie des informations au cerveau pour qu'il s'optimise. On va rentrer dans le détail tout à l'heure. Alors on ne peut pas parler de neurofeedback sans parler un petit peu du cerveau, comment ça fonctionne. Là, je vous ai mis une belle nuit étoilée en été. Et en fait, toutes ces lumières que vous voyez, vous pouvez imaginer que dans notre cerveau, on a autant d'étoiles, autant de neurones qu'il y a d'étoiles dans une voie lactée. C'est-à-dire que c'est énorme, on a 86 milliards de neurones dans un cerveau. Et tous ces neurones donc, sont connectés les uns avec les autres. Ça constitue un vaste réseau ultra connecté pour faire passer l'information, ce qu'on appelle l'influx nerveux, et l'information qui transporte toutes sortes d'informations d'un neurone à l'autre. Et quand on prend tous ces neurones réunis, ça constitue une capacité de stockage qui est plus importante que l'Internet mondial. C'est-à-dire qu'on est vraiment une machine extraordinaire de système d'information dans nos cellules. Ces informations et cette activité cérébrale, elles fonctionnent majoritairement de façon inconsciente. C'est-à-dire que même quand on dort ou quand on a l'impression qu'on ne réfléchit pas, en fait, il y a toujours des choses qui s'activent dans le cerveau. Et enfin, imaginez que tout ce système-là, ce vaste connexion de réseau, c'est un système qui est dynamique parce qu'en fait, en permanence, ça évolue. En permanence, nos connexions s'adaptent aux stimuli, aux informations, aux ressentis et évoluent tout au long de la vie. Donc, en permanence et tout au long de la vie. Donc, même quand on est âgé, on continue encore à avoir de nouveaux neurones qui peuvent être créés.
Alors maintenant, je vais en venir sur les méthodes du neurofeedback dynamique. Alors, le neurofeedback dynamique a été créé il y a une vingtaine d'années par des psychologues cliniciens américains qui ont eu l'idée d'utiliser ce qu'on appelle la neuroplasticité du cerveau. Donc, c'est cette capacité qu'a le cerveau en permanence à s'adapter aux stimuli que sont nos pensées, nos émotions et nos façons de nous comporter. C'est un peu comme si on imaginait que quand on pense, quand on a une émotion, en fait, on éclaire un chemin qui sont nos fameuses connexions neuronales, et que, à fur et à mesure que l'on ressent toujours les mêmes émotions, on emprunte toujours les mêmes chemins et les mêmes connexions neuronales. Et ça devient des habitudes. Hein. Et lorsqu'on veut changer en fait des habitudes, en fait, c'est comme si on allait emprunter une nouvelle connexion neuronale. On ouvre en fait de nouvelles connexions. Et le principe de neuroplasticité, c'est ça, c'est-à-dire que plus on va être capable de modifier nos comportements et d'ouvrir, emprunter de nouvelles routes, plus en fait on va être ce qu'on appelle résilient, c'est-à-dire capable de s'adapter à l'environnement. Et plus on a cette facilité-là, et bien plus on va être équilibré, stable et bien. Alors, c'est une méthode qui est dynamique, qui est naturelle. En fait, on ne pose pas de diagnostic et on ne va pas cibler une problématique. Le praticien va tout simplement demander pourquoi on vient, quelles sont les choses que la personne souhaite améliorer. On a également une sorte de feuille de route de différentes problématiques que l'on peut avoir à côté, parce qu'on souhaite tracer finalement les possibilités, les améliorations possibles, autres que celles pourquoi on vient. Parce que le neurofeedback donne des effets secondaires parfois surprenants sur des problématiques diverses et variées. Et on vient pour certaines raisons et parfois on a des améliorations sur d'autres choses. C'est un outil de bien-être holistique parce qu'il ne cible pas, qu'il va donc toucher l'ensemble du corps et du fonctionnement global du corps. Et il a été classé par l'agence américaine, on appelle la FDA, qui est l'agence de la régulation des médicaments et de l'alimentation, comme un outil de bien-être général. Et enfin, parce qu'il est très facile à utiliser, vous allez voir pourquoi, il s'adresse à tous les âges, c'est-à-dire qu'on peut en faire sur des bébés, mais jusqu'à des personnes âgées ou des personnes qui sont handicapées. Parce qu'il ne demande pas d'effort. Donc. Alors concrètement, on arrive au concret. Comment ça se passe donc, vous avez ici un enfant donc, à qui on a posé 2 capteurs. Ça se présente comme ça pour être... Voilà à quoi ça ressemble. Donc on a ici des capteurs qu'on vient poser sur la tête. Alors je précise que les capteurs prennent l'information, les signaux électriques du cerveau, mais ne renvoient rien du tout au cerveau. Vous allez voir comment ça fonctionne. Ces capteurs donc, sont posés sur la tête. La personne qui vient se met confortablement dans un fauteuil. Le protocole de neurofeedback dure 33 minutes. Les capteurs sont reliés à un ordinateur qui contient un logiciel. Le logiciel mesure les fluctuations de l'activité électrique cérébrale, qui est en fait un peu des signaux d'instabilité ou de dysfonctionnement. En tout cas, de quelque chose qui n'est pas régulier en termes de rythme cérébral. Et donc, ces mesures-là vont donc entraîner un retour d'information vers le cerveau par une coupure de son. Parce que pendant la séance, on écoute de la musique. Alors, on peut aussi regarder un film. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un fond sonore pour que le retour d'information qui se traduit par des micro-coupures de son donne l'information qu'il se passe quelque chose. Donc c'est le principe, c'est très doux puisqu'on écoute de la musique ou on écoute un film et de temps en temps, il y a des petites coupures de son. Nous, on n'a rien à faire, c'est simplement le cerveau qui entend ces messages-là. Et en fait, ces coupures, elles ont lieu exactement au moment où il y a ces fluctuations de l'activité électrique du cerveau. Et comme le cerveau est neuroplastique et qu'il a cette intelligence de pouvoir s'adapter en permanence,
quand il entend les petites coupures de son, eh bien, il va réajuster ces fameuses connexions neuronales dont j'ai parlé tout à l'heure. En réajustant ces connexions neuronales, ça va créer des changements dans la façon de se comporter, dans la façon de faire, dans la façon de ressentir. C'est ces fameuses routes qu'on emprunte qui vont faire créer opérer des changements. Alors, j'ai fait un petit dessin pour comprendre. Donc, on commence par la pose des capteurs électriques. L'information, donc elle transite par ça c'est un encodeur qui amplifie les signaux électriques. Cet outil est relié à l'ordinateur. L'ordinateur analyse l'activité électrique, il y a un algorithme, et dès lors qu'il y a détection de signaux et de perturbations, c'est un peu caricatural, mais c'est pour expliquer, à ce moment-là, il y a une coupure de son, c'est l'information, le fameux rétrofeedback, ou feedback tout simplement, au cerveau en temps réel, et de là, le cerveau va décider de réajuster ce qu'on appelle l'autorégulation cérébrale. Alors, pourquoi on va faire du neurofeedback? Alors, la première raison, c'est pour mieux fonctionner, c'est pour avoir un cerveau qui est plus opérant, plus stable, un système nerveux central calme. Et il y a aussi là c'est plus dans le domaine de la performance, mais des personnes dans le sport par exemple qui vont pratiquer le neurofeedback pour être au top de leur performance, parce que ce système-là en fait s'ajuste en permanence à son fonctionnement. Donc c'est-à-dire que si on est extrêmement stressé, on va avoir des fluctuations extrêmement larges de notre activité cérébrale. Lorsqu'on est déjà assez centré, assez aligné, on a toujours des petites fluctuations et donc ça va travailler sur ces petites fluctuations. Donc on va aller toujours sur de l'optimisation. Donc il y a des champions. Le champion, par exemple, d'apnée pratique la méditation et pratique aussi le neurofeedback. On a également des champions de boxe qui pratiquent. Voilà, c'est en train de se développer beaucoup. Aux États-Unis, le neurofeedback est extrêmement développé. En Europe, c'est beaucoup plus récent, donc il n'y a pas encore énormément, mais c'est en train de se développer actuellement beaucoup. Et puis la deuxième raison, et c'est, je dirais, la majorité des raisons pour lesquelles on vient consulter, c'est pour gérer différents troubles. Et ces troubles-là, en fait, ils vont concerner, puisque ça concerne l'holistique, ils vont concerner le corps, les problématiques liées au corps. Ça peut être des douleurs physiques, des problématiques émotionnelles, cognitives. Donc on a parlé tout à l'heure des difficultés de langage, d'apprentissage, de raisonnement, de mémorisation aussi pour d'autres personnes. Et puis le comportement. On va voir l'hyperémotivité, les problèmes d'hyperactivité, les crises de colère, les troubles de l'attention, toutes ces choses-là. Alors là, j'ai essayé de synthétiser finalement tout ce que ça peut faire de façon générale. Les améliorations que l'on peut observer. Donc en fait, là j'ai listé tout ce qui est en lien avec le système nerveux central, les problématiques de stress. Donc on va retrouver la baisse du stress, ou alors quand on n'est pas en stress, mais déjà juste anxieux, c'est le début du stress. L'émotivité qui baisse, les colères, donc toutes ces réactions comportementales, ou la simple irritabilité, le fait d'être énervé. Les problématiques aussi de sommeil, qui sont vraiment souvent en lien avec l'anxiété. Le phénomène de repli sur soi, de dépression. Et bien naturellement, donc on va passer en fait un abaissement de ces niveaux-là pour avoir des bienfaits dans l'opposé, c'est-à-dire des personnes qui vont être plus calmes, plus posées, et souvent ça s'associe à un meilleur sommeil. Puis en fait c'est un cercle vertueux. C'est parce qu'en fait quand on commence à être plus posé, plus calme, plus centré, et bien alors ça va faire un effet cascade de bienfaits qui découlent tout naturellement. Les relations vont être plus positives, on va être plus dans l'attention, puisqu'on est moins stressé, moins anxieux. Et on sera moins hyperactif, donc plus centré sur soi, plus dans l'attention avec les autres et avec soi-même. On parle souvent de reconnexion à soi-même. C'est-à-dire comme si les personnes, elles arrivaient mieux, elles n'étaient pas parasitées par des tonnes d'idées et qu'elles arrivaient mieux à se dire, tiens, c'est ça que j'ai envie de faire. Donc la gestion des émotions, alors c'est pas forcément qu'elles ont appris, on n'est pas dans un apprentissage, c'est que ça se fait tout seul. C'est-à-dire qu'elles ont comme une sorte de prise de recul, sans qu'il y ait eu un travail d'apprentissage à proprement parler, mais ça se fait par ce système-là
neuroplasticité, d'informations qui passent dans le cerveau et de modifications qui s'opèrent toutes seules. Des relations qui peuvent être plus positives, plus de joie de vivre, et on parle même de plus de créativité, mais tout ça c'est en lien en fait. On est plus calme, on est plus centré, on se sent mieux, on est moins parasité et on a pas mal de choses qui se passent positivement. Alors là, on parle des bienfaits secondaires qui sont observables, qui sont ce qu'on a parlé tout à l'heure, on a parlé des troubles. Donc là, j'essaie un petit peu de les lister. Je précise bien, et c'est très important de le retenir, c'est non prédictible. C'est-à-dire que le cerveau, il va décider de changer des choses ou pas. Pour certains, on va avoir des bénéfices extrêmement rapides, pour d'autres, très lents et parfois pas. Mais avec le neurofeedback, on va pouvoir observer des améliorations de toute façon dans certains domaines qui sont liés à la stabilisation du système nerveux central. Donc, j'ai listé, on l'avait vu tout à l'heure, les troubles de l'attention qui peuvent être améliorés, l'hyperactivité, les 10. Alors, les 10, on a toujours des 10, mais c'est beaucoup plus simple, c'est plus facile, on fait des progrès. Les problèmes d'énurésie, encoprésie, les crises de colère, même les bégaiements, où on peut avoir des améliorations vraiment notoires sur le bégaiement. Les phénomènes d'anorexie, de boulimie, qui sont liés à l'anxiété, il y a tous ces phénomènes. Et l'autisme et les crises d'épilepsie, donc les premiers protocoles en fait, de neurofeedback clinique, qui n'est pas le même que celui-ci, ont eu lieu en fait sur des sujets épileptiques. C'est l'origine du démarrage du neurofeedback en 1970. Et donc vous avez par exemple l'association Le Silence des Justes à Paris, qui donc propose le neurofeedback pour aider ces enfants à avoir des crises et être plus calmes et être moins dans ces stress énormes que vivent les enfants autistiques. Alors, j'ai mis aussi pour les adultes, aussi, parce que ça ne cible pas, donc ça s'adresse à tout le monde. Moi, j'ai été concernée par le grand stress. Je me suis reconvertie dans le métier de praticien. Je ne l'ai pas cité, mais je suis également praticienne en soins énergétiques. Et je pratique l'EFT, qui est une méthode de libération des émotions, qui est une méthode psycho-énergétique. Donc, personnellement, par exemple, j'ai fait du neurofeedback dans un moment très difficile. J'étais avant directrice marketing. Et donc, il y a eu une réorganisation qui n'était pas extrêmement bénéfique et positive. Et donc, j'ai fait appel au neurofeedback et ça m'a vraiment, vraiment apaisée et calmée. Ça peut également donc, faire baisser la charge mentale, aider pour les problématiques d'insomnie, tout ce qui est compulsion, addiction, problématiques de mémorisation, phobie. Voilà. Et acouphènes, alors pour les acouphènes, c'est à peu près 50%. Dans 50% des cas, il y a des résultats, 50% il n'y en a pas. Et puis pour les personnes plus âgées, tout ce qui est autour de l'humeur, l'attention, la mémorisation, la concentration, les troubles dégénératifs, les douleurs chroniques, il peut y avoir même des résultats sur des tremblements sensoriels qui sont notés, mais pas toujours. Voilà. J'ai eu l'exemple d'une personne qui m'a parlé d'un témoignage. C'est une personne qui vient à la fin de l'AVC, donc elle essaie de retrouver sa motricité et ce genre de problème. Et donc ça se fait, mais très très lentement. Et elle lui dit, mais en fait, il y a une chose que j'ai remarquée, c'est que j'avais des fuites urinaires qui étaient en lien depuis mon AVC. Et ça c'est complètement arrêté. Donc ça peut, voilà. Il y a des choses parfois qui sont difficiles à expliquer, mais parce qu'on est un tout, et que tout est relié d'un point de vue nerveux, ça peut entraîner des améliorations. Alors donc au niveau du processus, c'est un processus qui peut être soit subtil, c'est-à-dire par exemple quand on améliore sa confiance, c'est un changement subtil, ça ne se voit pas tout de suite, souvent c'est l'entourage, ou alors il faut vivre des choses pour dire tiens finalement, en fait il y a des choses qui vont mieux, je me sens mieux, donc ça c'est assez fin. Et puis les changements majeurs, quand ton enfant se met à réécrire correctement, c'est waouh, c'est énorme. Certains sont rapides, on a des cas où au bout de quelques séances on voit des améliorations, et puis pour d'autres ça va être plus long, il va falloir beaucoup plus de séances. Et puis multiples, parce que comme j'ai dit, puisqu'on peut avoir des effets secondaires qu'on n'avait pas prévus, et donc ça peut toucher un vaste domaine de problématiques. Voilà, alors avant de terminer, je vais donner à Céline qui est praticienne prédicine, donc au plaisir.